Invité de Dimanche en politique, Olivier Faure, premier secrétaire du PS, bonjour. Bonjour. Et député de Seine-et-Marne. Merci d'être aujourd'hui avec nous parce que vous êtes réellement, du coup, au centre de l'actualité de ce nouveau gouvernement, un nouveau gouvernement réactionnaire en forme de bras d'honneur à la démocratie. C'est ce que vous avez écrit hier sur le réseau X. Réactionnaire, vous visez quoi ou qui ? Mais je vise tout simplement ce gouvernement qui est le plus à droite de la 5e. Vous vous rendez compte qu'on a là des femmes, des hommes qui ont expliqué, accepté le rapprochement idéologique avec le RN, qui ont durci la loi immigration quand elle est venue en discussion l'an passé. Vous visez des gens particulièrement, des ministres particulièrement ? Je ne vais pas chercher à identifier les uns ou les autres, mais enfin, il y en a un qui est quand même le nez au milieu de la figure, c'est Bruno Retailleau, qui lui-même a parlé de régression ethnique, parlant des jeunes qui manifestaient après la mort de Naël, qui a été de tout temps, de tous les combats contre le mariage pour tous, contre l'interdiction des thérapies de conversion, qui a été contre la constitutionnalisation de l'IVG. Bref, vous avez là effectivement une droite réactionnaire qui a pris le pouvoir. Et dans la suite de votre message, vous dites « Rendez-vous pour le débat de censure ». Alors c'est quand ? Est-ce que ce sera dans la foulée du discours de politique générale ? Oui. Oui, aussitôt. Oui. Dès que Michel Barnier se sera exprimé à l'Assemblée le 1er octobre, dans l'heure qui suit, il y aura une motion de censure. Mais qu'attendons-nous d'un gouvernement qui est positionné de cette façon-là ? Que pouvons-nous en espérer réellement ? Et comment peut-on accepter ce qui est en réalité un coup de force du chef de l'État, qui a considéré qu'il n'avait pas à tenir compte de la démocratie et du vote des Françaises et des Français ? Ce qui est très grave, c'est que dans une république laïque comme la nôtre, ce qui reste sacré, c'est le vote des Français. Et personne n'a le pouvoir d'en changer le sens. Or, ce que le chef de l'État a fait, c'est précisément d'en détourner le sens et d'installer au pouvoir à la fois des gens qui sont dans la continuité absolue de ce qu'il a fait pendant 7 ans, alors même qu'il a été sanctionné à 3 reprises pendant le mois de juillet, juin et juillet. Juin-juillet, européenne et législative. Et que maintenant, il installe en fait une espèce de bloc réactionnaire qui a maintenant... Michel Barnier, pour vous, c'est un réactionnaire. Mais je ne parle pas des gens, vous parliez je parle de Bruno Retailleau pour dire ça. Mais Michel Barnier, vous le situez où ? Mais Michel Barnier, je me rappelle quand même qu'il a été candidat aux primaires de la droite. Et c'est lui qui a été très très dur, même prenant sur sa droite l'ensemble des candidats de cette primaire, en expliquant qu'il était pour un moratoire sur l'immigration, qu'il était pour la fin de l'aide médicale d'État. Pardon, mais enfin, tous les soignants de France nous expliquent en permanence que ce serait une folie, sur le plan médical, sur le plan financier, à tout point de vue. Et voilà que cet homme, que l'on présente comme quelqu'un de modéré, avait été capable de dire ce qu'il a dit. Et donc, moi, j'attends de savoir exactement ce qu'il fera. Mais je vois aussi qu'il est sous la tutelle de l'extrême droite. Les 3 ministres que Marine Le Pen ne voulait pas voir dans le gouvernement ne sont pas dans le gouvernement. Je vois que derrière, ils ont besoin des voix de l'extrême droite pour ne pas être censurés. Et donc, je comprends très bien qu'ils sont sous la tutelle de Madame Le Pen et qu'ils vont maintenant faire des pas en sa direction. Alors Michel Barnier vous répondra peut-être ce soir aux 20h de France 2 dont il est l'invité, on verra ça ce soir, avant son discours de politique générale. Une motion de censure, vous avez dit. Une motion de censure du nouveau Front Populaire, c'est ça ? Il y aura une motion de censure votée par l'ensemble du Front Populaire, bien sûr. Alors défendue par qui ? Est-ce que ce sera un texte de la France Insoumise, un texte du Parti Socialiste ? Ce sera un texte qui sera vraisemblablement commun et qui sera défendu par un socialiste. Pas par LFI ? Non, c'était l'accord que nous avons entre nous. Vous êtes sûr de ça ? Si je vous le dis. Donc ce seront les socialistes qui défendront cette... Mais attendez, le but du jeu n'est pas de savoir qui, quoi, comment. Ça compte aussi. La question, c'est de savoir si nous sommes capables de dire ensemble que nous censurons un gouvernement qui est en réalité l'expression d'un déni démocratique qui n'a jamais été vu nulle part en Europe. Il n'y a aucun pays en Europe, aucun, où le monarque ou le président de la République n'appelle pas la coalition arrivée en tête. C'est simple et ça devrait être... Non mais quand je disais tout à l'heure que le vote est sacré, imaginez ces Français nombreux, très nombreux, qui sont venus pour venir sauver la République au 2e tour de l'élection législative, à qui on a dit « mobilisez-vous », qui sont parfois venus voter pour des candidats contre leurs convictions. Et je pense à toutes ces femmes et ces hommes de gauche qui, bien plus nombreux que ceux de droite, sont venus voter pour des gens de droite. Et derrière, on leur a dit « mais attendez, on ne vous volera pas le scrutin ». Et derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, on leur vole le résultat du scrutin. À la motion de censure, qui sera donc défendue par le Parti Socialiste. C'est ce que vous avez dit. Pour l'ensemble du Front Populaire. J'entends bien. Est-ce que ça veut dire qu'avec le PS, vous estimez avoir plus de chances de la faire passer et de la faire voter ? Parce que tout seul à gauche, vous ne pouvez pas le faire.
Il vous faut un apport, il vous faut des appoints. Vous allez les chercher où ? Mais là, en l'occurrence, moi, je ne me pose pas la question des appoints. Je sais très bien que Marine Le Pen a décidé de donner son onction au gouvernement Barnier. Donc vous pensez qu'elle ne votera pas votre motion de censure ? Et donc, je ne pense pas qu'elle la votera. Donc elle est simplement vouée à l'échec. Elle est vraisemblablement vouée à l'échec. Ça n'empêche pas qu'à un moment dans la vie, il faut fixer des repères, dire des choses qui soient des choses claires, dire qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité, qui soutient plus ou moins. Et le plus, c'est les LR et puis Ensemble, le parti, enfin la coalition du président de la République. Ouais. Et puis, vous avez un soutien sans participation de Marine Le Pen. Voilà, donc vous avez deux formes de soutien, mais la réalité, c'est qu'on verra ce jour-là qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. Alors, si Michel Barnier tombait, Lucie Castet resterait votre candidate pour Matignon ? Mais elle a été effectivement choisie par l'ensemble du Front populaire. Elle est prête toujours ou elle a un peu pris des distances depuis cet été ? Elle a dit qu'elle restait disponible, même si elle ne fait pas de sa personne un absolu. Elle n'est pas, comme beaucoup d'autres, dans une bataille d'ego qui devrait la consacrer uniquement elle. Donc elle est effectivement disponible et elle est une très bonne candidate pour Matignon. Ça ne pourrait pas être Bernard Cazeneuve, de toute façon. Mais attendez. Parce que lui, il serait prêt toujours. Je vois bien l'idée derrière Bernard Cazeneuve, qui a été celle du chef de l'État. Diviser la gauche pour pouvoir laisser penser qu'un homme ou une femme de gauche pourrait être appelé à Matignon. La réalité, quand vous voyez ce gouvernement actuel, est-ce que vous pensez un seul instant que la fable qui nous a été présentée pendant des semaines est une fable, autre chose qu'une fable? La réalité, c'est que Emmanuel Macron n'a jamais souhaité mais j'allais dire, ça c'est du passé. Imaginons que maintenant, Michel Barnier tombe et Emmanuel Macron dit je vais proposer fermement, directement Bernard Cazeneuve. Vous dites non? Mais on n'a jamais dit non. On a dit ce que nous voulons, nous, ça n'est pas répondre à la question de qui, mais la question de pourquoi faire. Et donc moi, je jugerais, quel que soit le pédigré, que ce soit un homme, une femme de gauche qui soit nommé par le chef de l'État, ce que je veux, c'est qu'elle vienne en ayant quelques convictions assurées. Par exemple, faire en sorte que la réforme des retraites soit abrogée. Par exemple, faire en sorte que le SMIC soit augmenté. Par exemple, faire en sorte que les services publics soient rénovés. Le programme du NFP aux législatives. Il faut que... Je sais que vous allez emmener sur tout le programme, rien que le programme. Non, parce que c'est là aussi une histoire que vous avez l'habitude de l'entendre chez d'autres, mais je ne vous l'ai pas dit. J'ai entendu il y a 5 minutes avec Bernard Guetta. La réalité, c'est que pendant tout l'été, nous avons répété une seule chose, c'est que nous étions prêts au compromis, mais sur la base du projet qui, effectivement, l'a emporté au moment des élections législatives. Et donc, il est normal que la base du travail soit le programme du NFP, même si nous devons évidemment avoir l'intelligence de concession parce que nous ne sommes pas majoritaires absolus et qu'il faut trouver des compromis. Donc, mais faire des compromis, ça veut dire qu'il y a quand même une base. Et la base de départ, c'est effectivement le projet du Front populaire. Michel Barnier a déclaré cette semaine avoir découvert une situation budgétaire catastrophique. Est-ce que ça annonce des hausses d'impôts, des coupes sociales? En tout cas, les Français, vous allez le voir, s'interrogent. Augmenter les impôts? On n'est pas déjà à 46% en France? Ça va faire que creuser le trou dans nos dépenses et dans nos portefeuilles. L'alliance entre le camp présidentiel et les Républicains connaît ses premiers remous. En cause, des hausses d'impôts qu'envisagerait Michel Barnier pour résorber les déficits. La situation budgétaire du pays que je découvre est très grave. Et ça fait 7 ans que nous baissons les impôts. Il est hors de question que nous puissions rentrer dans un gouvernement ou que nous puissions soutenir à l'Assemblée nationale, puisque je vais redevenir député, un gouvernement qui augmente les impôts. S'il y a hausse d'impôts, ça veut dire quoi? Que les députés du Rassemblement national voteront une motion de censure? Et oui, il est hors de question. Et de toute façon, je pense que ça a déjà été compris, j'espère, par Michel Barnier, qu'on augmente les impôts. Je pense qu'il y a d'autres leviers que l'impôt pour résorber un déficit. Il y a la lutte contre les fraudes, la lutte contre l'évasion fiscale. Mais je pense qu'il faudrait déjà diminuer les dépenses. Ça, c'est le budget Barnier, qui est la même chose que le budget Attal. Là, maintenant, c'est plus des baisses hypothétiques, c'est des baisses réelles. L'aide publique au développement, c'est moins 21%. Le sport, c'est moins 12,3%. On a trompé la représentation nationale. Et à travers la représentation nationale, le peuple français, sur la situation des finances publiques. Les grands patrons ne payent pas, c'est nous qui payons à leur place. Je pense que ça va mal finir et qu'on va tous se retrouver dans la rue et ce sera pire qu'avec les Gilets jaunes. Vous pensez que ça peut se terminer dans la rue, Olivier Faure? Mais je pense que le 1er octobre, quand les syndicats vont appeler à manifester, il y aura beaucoup de monde dans la rue. Vous y serez, vous? Et j'y serai. Parce que ce que l'on entend là est absolument effarant. Le ministre Le Maire, qui vient de partir,
et qui s'en va avec une espèce de pirouette où il nous explique que la situation est telle que le réveil sera douloureux. Mais le réveil, il est lié à quel cauchemar qui a précédé? Le cauchemar budgétaire, c'est celui qui a en fait été celui de la Macronie pendant 7 ans. Bruno Le Maire, il n'est plus là. Il y a son successeur qui s'appelle Antoine Armand, qui a donné une interview aujourd'hui au Journal du Dimanche et qui estime qu'exclure d'office certains prélèvements exceptionnels et ciblés, ça ne serait pas responsable. Sous-entendu, on pourrait avoir des prélèvements, des impôts supplémentaires sur les plus riches ou quelque chose comme ça. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit, j'imagine. Ah bah vous imaginez parce que vous êtes peut-être vous-même d'un seul coup atteint par une forme de une révélation, effectivement. Les plus riches ne payent pas assez d'impôts. Mais de toute façon, c'est vrai que ça, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. C'est pas ce qu'il dit. Il dit ciblé. Moi, c'est pas sur qui. Et ce que je vois aussi, c'est que la rumeur publique, c'est de dire qu'ils veulent, alors, mesure très technique que je ne vais pas expliquer maintenant, mais qu'il veut geler le barème de l'impôt sur le revenu. Ce qui aurait pour conséquence de faire rentrer des tout petits salaires dans l'impôt sur le revenu et de frapper très directement la classe moyenne. Voilà, effectivement, une rumeur inquiétante parce que le ciblage, il n'est encore une fois pas sur les grandes fortunes, pas sur les grandes entreprises, il se fait sur les Français dans leur immense majorité. Alors la question est, parce qu'il dit aussi, attention, ça peut être une mesure ponctuelle, mais sur le long terme, c'est d'abord faire des économies. Est-ce qu'à vos yeux, il est possible de faire des économies quelque part ? Il est toujours certainement possible de faire des économies. Par exemple par exemple, sur le train de vie des ministères, etc. Il y a sans doute des possibilités. Moi, je pensais à l'apprentissage, par exemple. Ça a coûté très cher, l'apprentissage. 6 000 € par apprenti. Il y a eu 600 000 apprentis qui ont été financés, j'allais dire, comme ça. Est-ce que, par exemple, cet abattement, ou cette aide, sur l'apprentissage, il faudrait le supprimer ? Il peut être réduit. Je ne veux pas dire que non, parce que l'apprentissage, c'est utile. Et qu'il est plébiscité, y compris par le monde de l'entreprise. Mais ce n'est pas non plus la solution à tous nos sujets, et notamment pour l'emploi des plus jeunes. Ce que je dis simplement, c'est que bien sûr qu'on peut toujours trouver des économies. Mais est-ce que vous voulez économiser sur l'hôpital ? Est-ce que vous voulez économiser sur l'éducation ? Est-ce que vous voulez économiser sur la justice ? Est-ce que vous voulez économiser sur la police ? Est-ce que vous voulez économiser sur le corps diplomatique ? Bref, où est-ce que vous voulez économiser ? La droite nous parle toujours de supprimer des emplois. Mais où veut-elle les supprimer ? Que veut-elle faire ? L'hôpital, il est, j'allais dire, à l'agonie. C'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, les personnels soignants sont exsangues. On a fermé tout l'été des services des urgences partout. L'éducation, mais dans ma propre circonscription, qui n'est pas, en fait, au bout du monde, qui est juste à 40 km de Paris, il manque des enseignants partout, des classes qui ferment. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux ? Est-ce que vous pensez que l'avenir de la France se prépare ainsi ? Donc, à l'heure qu'il est, il n'y a aucune chance que vous ne votiez le budget du gouvernement. Ça dépend de ce budget. Moi, je suis Vous attendez encore ? Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis le Parlement doit maintenant agir. Et donc, nous ferons en sorte de faire des propositions, y compris pour trouver de l'argent, parce qu'on nous explique qu'il y a une dette, mais la dette, elle n'est pas venue toute seule. C'est pas simplement, en fait, un cataclysme qui se serait abattu sur la France. Non. La dette, elle est liée au fait que les cadeaux fiscaux se sont multipliés depuis 7 ans pour les plus riches. Et donc, cet argent qui ne rentre plus dans les caisses de l'État crée de la dette. C'est aussi simple que ça. Et donc, si le gouvernement est prêt à revenir en arrière sur l'impôt sur la fortune, sur la flat tax, s'il est prêt à augmenter, y compris les taux, faire en sorte qu'il y ait un prélèvement sur les revenus exceptionnels liés aux crises, parce qu'il y a des gens qui ont profité des crises. Donc ça, crise vous sanitaire, seriez prêt à le voter, ça ? Mais bien sûr, non seulement on sera prêt à le voter, mais même à le proposer. Donc nous n'irons pas comme les bourgeois de Calais, la corde au cou, au moment du vote du budget. Nous viendrons avec nos propositions. Nous serons là pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que vous pouvez faire. Et on verra bien à ce moment-là ce qu'ils font. Parce que la réalité, c'est que pour l'instant, la seule religion qu'ils aient, c'est on ne touche pas aux plus riches, touche pas aux riches. En juin dernier est né le nouveau Front populaire. Mais une fois les élections passées, chacun à gauche a tendance à vouloir en tirer les bénéfices et retourner chez soi. Et au Parti socialiste, le nouveau Front populaire ne fait pas toujours l'unanimité. Aux côtés du buste de Jaurès, il tient la vieille maison socialiste depuis 6 ans. Sa mission, sauver le PS de l'effacement. Un jour, je me trouve dans le train. Le type qui est derrière moi me dit « Je vous trouve sincère, j'ai l'impression que vous avez rompu avec un certain nombre de choses au Parti socialiste, très bien. » Il me dit « Mais voilà, j'ai un problème. Est-ce que je peux vous faire confiance ?» L'inconnu du train ressemble-t-il aux militants socialistes croisés aux universités d'été ? Sans cette unité, on était au fond du trou. Maintenant, il va falloir passer un peu ailleurs parce que de plus en plus quand même, Mélenchon et une partie de la France insoumise deviennent insupportables aux yeux des socialistes.
Dans l'euphorie du 7 juillet où le NFP, arrivé en tête des législatives, c'est bien le leader insoumis qui parle le premier, donne le ton, incarne la gauche. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Et pour gouverner, insoumis et socialistes mettront plusieurs semaines pour s'entendre. Lucie Castet sort du chapeau le temps d'une belle séquence à l'Élysée. Emmanuel Macron ne la choisira pas, mais Olivier Faure la soutient tout l'été et en fait sa vedette de la rentrée politique. Il y a certains courants du Parti socialiste, des gens qui nous disent que vous n'êtes plus... pourtant, certains nous disent que vous ne seriez pas plus la meilleure candidate pour le poste. Écoutez, est-ce que vous vous sentez moins soutenue qu'avant? Je me sens pas du tout moins soutenue qu'avant. Vous voyez l'accueil ici. Je me sens soutenue par les 4 forces du nouveau Front populaire. La candidate unique du NFP a sans doute entendu susurrer le nom de Bernard Cazeneuve pour Matignon. C'est aussi le moment pour les antiforts de se mettre en scène. La direction nationale du Parti socialiste a choisi la stratégie de la France insoumise qui consiste à être dans le bruit et la fureur. La ligne politique du Parti socialiste doit être aujourd'hui redéfinie. À la fête de l'UMA, Olivier Faure tient enfin sa revanche personnelle à l'applaudimètre. Nous avons fait le choix de nous unir. Nous avons fait ensemble le Front populaire. Quant au vieux parti de Jaurès, il gagne une 30aine de sièges à l'Assemblée nationale. Olivier Faure, ça vous fait quoi d'être plus applaudi à la fête de l'Humanité qu'au sein du PS où vous êtes très critiqué dès que vous dites quelque chose, il y a la moitié du PS qui est contre? Écoutez, vous avez des gens qui font du bruit, ils sont peut-être eux-mêmes devenus le bruit et la fureur, mais la réalité... Vos contestataires, c'est les bruits et la fureur du PS. Écoutez, il y a des gens qui aiment le buzz, mais ce que je vois, c'est que je suis soutenu par l'immense majorité des militantes et des militants, et qu'ils ont soutenu le Front populaire, qui était la seule façon d'éviter le pire pour le pays et d'avoir, à l'issue du scrutin, l'extrême droite qui gouverne. Et donc, ils sont conscients du fait que, aujourd'hui, si on parle de la légitimité pour un gouvernement de gauche d'arriver à Matignon. Pour quelle raison est-ce que cette légitimité existe? Parce qu'il y a eu le Front populaire, et que le Front populaire comprend 4 forces différentes, singulières. Ça ne veut pas dire qu'il y a un alignement sur qui que ce soit. Oui, mais eux, ce qu'ils disent, c'est que même le Parti socialiste s'efface derrière la France insoumise dans ce nouveau Front populaire. Mais quelle erreur de le penser. Quelle erreur. Mais je me rappelle que pendant les élections législatives, on nous a expliqué semaine après semaine que Jean-Luc Mélenchon serait notre candidat pour Matignon. Et vous venez de le voir, vous venez d'en parler, c'était Lucie Castet qui était désignée. La France insoumise était ultra majoritaire il y a 2 ans. Elle était même majoritaire seule au sein de la gauche. Aujourd'hui, nous sommes à 6 sièges d'écart avec la France insoumise, nous les socialistes, et les socialistes, écologistes et communistes sont largement majoritaires par rapport à la France insoumise. Quand Jean-Luc Mélenchon explique que même il pourrait devenir le problème et qu'il est prêt à faire en sorte qu'il n'y ait pas de ministre insoumis au gouvernement pour devenir une solution. Ce n'est pas un aveu de force, mais un aveu de faiblesse. Et pourquoi voulez-vous en permanence ramener obsessionnellement Jean-Luc Mélenchon sur le devant de la scène? C'est pas moi, c'est vos opposants. Peut-être. Alors vous faites leur porte-parole. Donc vous dites que c'est eux le bruit et la fureur en attendant, vous avez dit. Je dis que vos opposants sont le bruit et la fureur du PS. Parfois, il y a des gens qui, effectivement, se trompent de cible. Et la réalité, c'est que le Parti socialiste n'est fort que quand il est rassemblé, quand il est uni, et quand il est uni sur de bonnes causes. Et la bonne cause aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la gauche puisse gouverner. Et que la gauche puisse gouverner avec celles et ceux qui ont bâti son programme. Vous êtes d'accord, il y a 2 lignes. Il y a quand même ceux qui sont contre le nouveau Front populaire au PS. Ça va se régler au prochain congrès? Mais pour faire quoi? Attendez. Je ne sais pas, mais est-ce que ça se réglera au prochain congrès? Arrêtons-nous 2 secondes, parce que de 2 choses l'une. Soit on casse le Front populaire, et dans ces cas-là, on dit où on veut aller. Moi, je ne veux pas aller avec M. Retailleau. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas... Mais écoutez, il n'y a pas de choix possible. Vous voulez gouverner avec qui? Soit vous gouvernez avec la gauche, et vous prenez la gauche avec ce qu'elle est, et parfois, il y a des difficultés que je ne masque pas, il y a des désaccords qui peuvent exister et qui sont parfois profonds, mais il y a aussi un autre choix possible, c'est celui de rejoindre la Macronie et les Républicains. Alors vous dites à vos opposants, allez voir du côté de la Macronie si vous n'êtes pas content. Mais je dis simplement... Qu'est-ce qu'on fait si on veut gouverner? C'est ça que vous leur dites, si j'entends bien. Mais non, je dis simplement qu'il faut être clair dans la vie. Il faut dire, soit on veut gouverner à gauche, soit on veut gouverner avec la droite. Et moi, je ne sais pas comment on fait pour mener une politique de gauche avec des gens qui sont tous plus à droite les uns que les autres. Olivier Faure, ça se réglera au prochain congrès du Parti. Ça se réglera au prochain... 66 députés socialistes. Imaginez que nous rejoignions la Macronie. Et la Macronie seule, même enlever les LR, nous serions 66 face à 166.
Vous pensez sérieusement qu'on pourrait mener une politique de gauche avec une minorité de socialistes dans un gouvernement qui serait dominé par la Macronie? Ça se réglera, Je vous dis que non. Ça se réglera au prochain congrès du Parti socialiste. Vraisemblablement, oui. Ce sera quand? En 2025. À quel moment Mais je ne sais pas à quel moment. Bon. Vous comprenez bien que je ne vais pas lancer maintenant le point de départ d'un congrès, alors que nous sommes en pleine crise politique, que nous avons un débat de censure devant nous, le débat budgétaire, et vous voudriez qu'on se regarde le nombril. Je me refuse à cela. Je ne veux pas. Quand vous de dites cette ça, encore façon... une fois, c'est toujours des messages à vos opposants internes. Hein, on les entend bien. C'est vous qui me posez les questions de mes opposants internes. Vous leur répondez. Mais si vous en faites le porte-parole, vous étonnez pas que je vous réponde. Donc je vous dis pour savoir simplement. À qui ça s'adresse. Mais ça s'adresse tout simplement. Le Congrès, je crois que ça n'intéresse personne. Vous avez raison de le dire. Ça n'intéresse que ceux qui sont au Parti socialiste. Et moi, ce que je crois, c'est que les Français, aujourd'hui, nous regardent. Et ce qu'ils veulent, c'est une gauche combative, une gauche unie, une gauche qui se batte contre ce gouvernement qui, à l'évidence, est à l'opposé de ce qu'ils ont choisi le 7 juillet dernier. Nous retrouvons Sophie Dravinel pour sa carte blanche. Rebonjour Sophie. Rebonjour Francis, parce que bonjour Olivier Faure. Pour la gauche, il y a l'opposition au gouvernement et au RN aussi. Absolument. Et une petite chose, je ne suis pas la porte-parole de vos opposants, je préviens déjà. Le RN a mis la pression sur la constitution du nouveau gouvernement. Et pourquoi est-ce qu'ils arrivent, en conclusion, à se faire entendre, eux et pas vous? Mais parce qu'il y a un choix. Il y a un choix qui a été fait par Emmanuel Macron, qui est un choix de préserver son propre bilan. Donc, il ne pouvait pas prendre... Il a préféré le RN à la gauche. Il a préféré avoir une solution avec les LR qui lui permette de préserver la réforme des retraites. Monsieur Retailleau était même pour aller plus loin, puisque lui, il voulait même un départ à la retraite à 65 ans. Ouais. Et donc... vous avez là des gens qui partagent le même point de vue sur les retraites, qui partagent le même point de vue sur les questions migratoires, qui partagent le même point de vue sur la politique fiscale. Et donc, il a fait un choix qui est un choix politique. Ça n'est pas un choix d'opportunité ou je ne sais quoi qui serait lié au hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. On verra justement par la suite. Le barrage républicain a fonctionné aux dernières législatives. Est-ce que vous diriez, comme Émeric Caron, que c'était le dernier, qui est un député insoumis, que c'était le dernier barrage républicain? Raphaël Glucksmann le dit aussi, ou le laisse entendre ce matin. Ce que je dis, de la même façon, c'est que la réalité, c'est que ce sera très difficile la prochaine fois d'expliquer à des gens de gauche... Très difficile ou impossible? Ou est-ce que vous dites que c'est terminé? Moi, je me battrai toujours pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc, je serai toujours un artisan et un partisan du Front républicain. Alors, simplement, ce que je dis, c'est que pour être entendu, encore faut-il que les gens n'aient pas le sentiment d'être dans un marché de dupes. Vous continuerez à appeler au Front républicain? Mais je suis de toute éternité un républicain, je le resterai. Ça fait partie de ce qui me constitue et de mes convictions les plus profondes. Alors justement, à propos... Mais ça ne veut pas dire que je ne me bats pas aujourd'hui, parce qu'il y a aujourd'hui, évidemment, des gens qui ont mis fin à la tradition républicaine en nommant pas le Front populaire et en faisant en sorte de faire un bras d'honneur, effectivement, à ce Front républicain. Alors justement, sur l'extrême droite, François Ruffin, au sein du NFP, se bat pour essayer de convertir les électeurs de l'extrême droite. Est-ce que vous suivez sa stratégie, celle de François Ruffin? Pour les ramener vers la gauche. Non, mais je crois que François Ruffin a raison sur un point, c'est que nous ne devons pas cesser de parler à ces gens qui sont partis voter pour l'extrême droite. Y compris comme il le fait. Y compris, chacun le fera comme il le voudra. Ce que je dis, c'est que nous ne pouvons pas rompre avec cette partie des Français qui expriment à travers leur vote de la colère, de l'exaspération, de l'incompréhension, le sentiment que les élites de ce pays ne prêtent plus attention à ce qu'ils sont, ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Et donc oui, il faut leur parler. Et moi, je souhaite aussi leur parler. Je souhaite aussi Alors que nous justement, retournions... si vous souhaitez leur parler, est-ce que s'il est aujourd'hui, il a quitté LFI, il est aujourd'hui accueilli par les écologistes, si ça devait ne pas durer, est-ce que vous iriez jusqu'à lui dire bienvenue au PS, dans le groupe du Parti socialiste? Et je crois qu'il n'a pas souhaité rejoindre le groupe socialiste. Vous lui avez donc proposé? Je le respecte. Vous lui avez proposé? Quand ces troupes qui ont quitté LFI ont choisi un groupe parlementaire, il y a eu bien sûr, on se parle, on se connaît tous, et ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas rejoindre le PS parce que ça n'était pas la formation politique de laquelle ils se rapprochaient le plus spontanément. On verra comment tout ça, absolument. Et voire 2026 avant. 2026, un tout petit mot. Il va y avoir bientôt le lancement, quand même, c'est important aussi pour la gauche, des campagnes municipales. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une étiquette du NFP au municipal? Est-ce que c'est possible, vu la situation?
D'abord, est-ce que vous le souhaitez déjà dans l'ordre? Est-ce que vous le souhaitez? Mais je souhaite que le rassemblement soit le plus large et le plus souvent possible. Maintenant, les élections municipales sont des élections locales et il faut laisser de la liberté à celles et ceux qui mènent leur liste et ne pas être avec dans ou une sans forme les insoumis, d'implication. selon les choix de chacun. Ça dépendra aussi beaucoup des insoumis eux-mêmes, qui sont souvent dans l'opposition locale. Et donc, quand ils sont dans l'opposition aux maires socialistes ou Paris, communistes ou écologistes, bah forcément, ça crée des situations qui sont particulières. Et donc, s'il y a un accord sur le projet municipal, il y a aussi une liste possible derrière. Et l'étiquette NFP pour les municipales, c'est pas forcément utile. Le Front populaire, c'est un front national qui, pardon de l'expression qui n'est pas la bonne, puisque ça... Oui, j'ai compris ce que vous avez dit. Voilà. Ouais. Et alors du coup, vous dites, à propos de candidats uniques, puisque ce n'est pas forcément possible au municipal, pour les présidentielles de 2027, vous dites, OK, pour un candidat unique, mais à condition qu'il soit collectivement approuvé. C'est les mots que vous avez utilisés. Est-ce que collectivement approuvé, ça veut dire qu'il faut passer par une primaire, ou sinon par quoi? Ça peut être une primaire. Vous êtes favorable à ça? Ce n'est pas l'option que, personnellement, je privilégierais, mais pourquoi pas une primaire? Ça peut être une primaire, ça peut être un comité des sages, ça peut être une conciliation citoyenne, ça peut être toute forme de mécanismes qui permettent d'arriver à un choix qui sont un choix collectif. Une primaire populaire. Une primaire populaire, si vous voulez. Ce que je dis simplement, c'est que je ne veux pas que quiconque puisse croire qu'il puisse s'auto-proclamer candidat à l'élection présidentielle au nom de la gauche. Merci, ça n'existe pas. Merci, Sophie. Un mot sur les retraites pour terminer, qu'est-ce que ce sont? Parce que le texte déposé par le Rassemblement national a été validé par le bureau de l'Assemblée nationale avec les voix de la gauche pour un retour à 62 ans. C'est le principe, on ne connaît pas encore les détails. Les députés socialistes pourraient-ils voter le texte du RN? Vous voyez d'abord que nous avons, cette semaine, à plusieurs reprises, accepté la recevabilité de textes qui n'étaient pas des textes qui étaient des textes que nous proposions nous-mêmes. Les institutions de LFI ou les retraites du RN. Institutions de LFI ou retraites du RN. Est-ce que nous l'avons fait à chaque fois parce que nous respectons le droit. Non, mais c'est important parce que mais quand même l'idée que le droit c'est le droit, que la loi c'est la loi et qu'elle vaut pour tous, chacun devrait prendre exemple sur ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que les députés socialistes pourraient voter le texte du RN pour un retour à la retraite à 62 ans? Alors, comme le RN est dans une forme d'opportunisme sur cette question-là, nous ne voterons pas la proposition du RN, mais le mois suivant, dans une niche parlementaire, il y aura un texte qui sera approuvé par l'ensemble du NFP et qui permettra d'abroger la réforme des retraites. Merci Olivier Faure d'avoir accepté notre invitation.